Dans cette séquence, nous revenons sur une analyse développée par Franklin Nyamsi autour du Venezuela, en privilégiant une lecture structurée et contextualisée des dynamiques internes et internationales. Son propos s'inscrit dans une réflexion plus large sur la cohésion institutionnelle, la coordination des acteurs nationaux et la place des pays du Sud global dans les équilibres contemporains. L'intervention met en lumière l'idée que la stabilité et la capacité d'action d'un État reposent autant sur l'organisation interne que sur la qualité de ses relations extérieures. À travers le cas vénézuélien, Franklin Nyamsi invite à examiner les mécanismes de concertation, la continuité des orientations publiques et le rôle des institutions dans un environnement international complexe. Cette approche dépasse le cadre d'un événement isolé pour interroger des tendances structurelles observables dans plusieurs régions du monde. Elle propose une grille de lecture axée sur la coopération, la solidarité stratégique et l'intégration des intérêts communs entre États. L'objectif est d'offrir des clés de compréhension permettant d'analyser ces enjeux avec recul, méthode et esprit critique, avant d'ouvrir le débat sur les enseignements plus globaux à en tirer. On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. D'où le deuxième choc que l'on ressent quand on regarde cette information, à savoir que les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Ce sont les valets, les esclaves de maison, qu'il y a à l'intérieur des peuples africains, des peuples américains, des peuples asiatiques en lutte, qui sont le plus grand danger. Parce que, en effet, si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Ils ne seraient pas en train de se vanter. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle cela est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que, devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles, du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. La moindre des conséquences qui devrait être tirée de cette agression délibérée contre le président du Venezuela, contre le Venezuela, contre la terre vénézuélienne, ce serait la rupture des relations diplomatiques entre le Sud global et les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire, et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart. Et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde. Qui est simplement en train de profiter de la division, de l'absence de cohésion, de l'absence de solidarité à l'intérieur du Sud global. Oui, parce que ce n'est pas parce que l'Amérique est plus forte militairement qu'elle kidnappe Maduro. C'est parce que le Sud global est moins solidaire militairement. Si le Sud global était plus solidaire militairement, l'Amérique n'oserait même pas entrer au Venezuela. Donc ce n'est pas tant la puissance américaine qui explique la facilité de ce kidnapping, c'est l'absence de cohésion, l'absence de solidarité, l'absence d'esprit de conséquence, l'absence de décision au niveau des forces du Sud global. C'est-à-dire des autres membres du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, mais également des autres pays qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle globalement l'arc des BRICS,
C'est parce qu'il n'y a pas eu une intégration forte sur le plan militaire de ce Sud global que ceci est possible. Donc, moi, c'est ce triple choc que je ressens. D'abord, l'humiliation de l'écrasante majorité de la population du monde par Donald Trump. Une humiliation qui va se retourner en un rejet massif de l'Occident sur toute la planète. Il ne s'en rend pas compte. Pourtant, c'est ce qu'il va obtenir. Il va exactement obtenir le contraire de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à force d'humilier les pays du Sud de cette façon, il va rendre irréversible le rejet du Nord dans le Sud. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, la trahison intérieure. La trahison à l'intérieur du Venezuela. Parce que même quand je lis les réactions de ce qui reste des autorités vénézuéliennes, ce sont des réactions qui ne sont pas à la hauteur de l'ignominie que le pays a subie. Normalement, le peuple vénézuélien doit être dehors. Il devrait être dehors maintenant pour exiger, eh bien, la libération de son président. Ce n'est pas des petits communiqués à la télé. Le peuple bolivarien du Venezuela doit être dehors. Or, les responsables vénézuéliens qui sortent, certains même osent appeler à la retenue, avouant indirectement par là qu'ils sont complices du coup d'État. Ils sont complices du coup d'État contre leur chef. Ceux qui viennent sortir pour parler à demi-mot. Il faut, dans des circonstances pareilles, justement mobiliser le peuple. Mettre le peuple, tout le peuple, en état d'alerte générale. Un peu comme la Colombie a commencé à le faire. Donc on voit très bien qu'il y a là une trahison interne. Et cette trahison, elle s'inscrit dans cette mauvaise tradition que certains peuples longtemps dominés ont de vouloir rester dans la servitude volontaire. Certains en sont à penser qu'il vaut mieux rester sous la dépendance de l'Occident, sous la domination des États-Unis, que d'être libre, souverain, sans avoir nécessairement l'opulence, eh bien, d'une partie de la société américaine. Troisième choc, dis-je, la faiblesse de la cohésion dans la réaction du Sud global. L'absence d'une doctrine qui permette en réalité d'empêcher objectivement cette stratégie de démembrement du Sud global qui est celle qui a été choisie justement par le bloc otanien dirigé par les États-Unis d'Amérique. C'est ce triple choc-là que je voulais partager d'abord avec vous. Maintenant, face à cette situation, que faut-il faire? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de l'agression barbare des États-Unis d'Amérique, eh bien, contre le Venezuela, et du kidnapping annoncé par le président Trump lui-même, le kidnapping du président Maduro. D'abord, sur le plan du Venezuela, il est incontestable que l'avenir du Venezuela appartient au peuple révolutionnaire vénézuélien, à condition que celui-ci ne renonce pas à la lutte. Aucun gouvernement ne peut diriger le Venezuela si la doctrine bolivarienne que le peuple vénézuélien a reçue depuis plus de 200 ans maintenant, pratiquement 200 ans, si cette doctrine est vivante. La révolution l'emportera. Quels que soient les valets qui prendront le pouvoir à Caracas, ils finiront par être renversés. La révolution bolivarienne reprendra le dessus d'une manière ou d'une autre, car c'est la condition pour que les ressources vénézuéliennes profitent au peuple vénézuélien. Ça, c'est la première chose. Nicolás Maduro n'est pas un homme éternel. À supposer même que les dirigeants américains aient décidé de le supprimer ou de le garder en prison à vie aux États-Unis, ce n'est pas Nicolás Maduro lui seul qui faisait la révolution bolivarienne. La révolution bolivarienne, c'est l'âme du peuple vénézuélien et celui-ci doit continuer la lutte. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour le peuple vénézuélien. Il faut continuer la lutte et il faut combattre les éléments contre-révolutionnaires. Les États-Unis d'Amérique ne pourront pas imposer un gouvernement antipopulaire au Venezuela. Il y aura bataille, il y aura lutte. Et le peuple vénézuélien devra triompher. Il n'a pas le choix, s'il veut être souverain et libre. Dès les premières secondes, l'analyse proposée par Franklin Nyamsi invite à une lecture dépassionnée et approfondie des dynamiques qui traversent le Venezuela, en mettant l'accent sur un principe fondamental souvent négligé dans l'étude des relations internationales, la cohésion interne comme socle de toute trajectoire souveraine. Loin de toute approche émotionnelle, son propos s'inscrit dans une tradition intellectuelle qui considère les États comme des constructions collectives, façonnées autant par leurs institutions que par la qualité de leur coordination interne.
Le Venezuela apparaît ainsi comme un cas d'école permettant de comprendre les défis structurels auxquels sont confrontés de nombreux pays du Sud global. Niamsi souligne que la stabilité d'un pays ne dépend pas uniquement de ses interactions extérieures, mais repose d'abord sur l'alignement stratégique de ses forces politiques, institutionnelles et civiques. Cette lecture rappelle les enseignements de l'histoire contemporaine, où plusieurs États disposant d'importantes ressources ont vu leur trajectoire freinée non par des facteurs exogènes isolés, mais par une fragmentation interne persistante. En s'appuyant sur une analyse comparative, Franklin Niamsi met en lumière une constante historique, les périodes de consolidation nationale coïncidant presque toujours avec des phases de convergence interne. À l'inverse, lorsque les acteurs d'un même espace politique poursuivent des objectifs divergents sans cadre commun, l'efficacité collective s'en trouve durablement affectée. Cette réalité dépasse le seul cas vénézuélien et résonne avec l'expérience de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'auteur élargit ensuite sa réflexion au niveau international, en observant la posture prudente de plusieurs acteurs majeurs de la scène mondiale. Cette retenue diplomatique interroge la capacité des mécanismes multilatéraux à répondre de manière coordonnée aux situations impliquant des États du Sud global. Niamsi ne s'attarde pas sur des responsabilités individuelles, mais questionne l'efficacité globale des cadres de coopération existants et leur aptitude à traduire les principes affichés en actions concertées. Dans cette perspective, il insiste sur le rôle central de l'intégration stratégique entre pays partageant des intérêts communs. L'histoire récente montre que les regroupements régionaux ou interrégionaux qui ont su dépasser les logiques nationales étroites ont gagné en capacité d'influence et en crédibilité. Pour Niamsi, le défi n'est pas seulement institutionnel, il est également culturel, il s'agit de construire une vision partagée du destin collectif, capable de transcender les intérêts immédiats. Le cas vénézuélien permet aussi d'aborder la question de la participation civique. L'analyse met en avant l'idée que les orientations nationales ne se pérennisent que lorsqu'elles sont portées par une adhésion populaire structurée, informée et continue. Les expériences historiques du Sud global montrent que les projets politiques les plus durables sont ceux qui ont su s'enraciner dans une conscience collective, plutôt que dans la seule action de figures institutionnelles. Niamsi rappelle ainsi que les trajectoires nationales ne se réduisent jamais à des individus, aussi visibles soient-ils. Elles sont le produit d'un long processus historique, nourri par des valeurs, des récits et des aspirations partagées. Cette approche permet de dépasser les lectures conjoncturelles et d'inscrire l'analyse dans une temporalité longue, essentielle à la compréhension des enjeux actuels. L'auteur invite également à réfléchir à la notion de solidarité internationale entre pays du Sud global. Il observe que la coordination reste souvent fragmentée, alors même que les intérêts convergent sur de nombreux plans économiques, institutionnels et culturels. Une coopération plus structurée pourrait renforcer la capacité collective à défendre des orientations autonomes et à peser davantage dans les espaces de décision internationaux. Cette réflexion trouve un écho particulier en Afrique, où plusieurs États cherchent aujourd'hui à redéfinir leur modèle de développement et leurs partenariats. Le parallèle proposé par Niamsi n'est pas prescriptif, mais analytique, il suggère que la consolidation interne et la coopération régionale constituent des leviers complémentaires, indispensables à toute stratégie de long terme. Loin d'un discours pessimiste, l'analyse se conclut sur une note constructive. Franklin Niamsi souligne que les défis observés ouvrent aussi des opportunités de réajustement stratégique. Les sociétés du Sud global disposent d'un capital humain, culturel et historique considérable, capable de nourrir des projets collectifs ambitieux, à condition que la cohérence interne et la coordination régionale soient placées au cœur des priorités. En définitive, le Venezuela devient dans cette lecture un miroir révélateur de dynamiques plus larges. Il rappelle que la solidité d'un pays repose d'abord sur sa capacité à faire converger ses forces internes, à inscrire son action dans des cadres coopératifs équilibrés et à maintenir un lien constant entre institutions et citoyens. Comme le dit un proverbe africain, un seul doigt ne peut ramasser la farine. C'est dans l'unité réfléchie et la constance collective que se dessinent les chemins d'un avenir apaisé et maîtrisé.